Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est encore moi, PC Astuce. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation. Voilà, nous allons continuer avec, nous sommes actuellement au chapitre 2, les parties d'un ordinateur. Nous allons continuer avec la partie 3 de ce chapitre parce que dans les précédentes vidéos, nous avons vu la partie 1 et la partie 2. Aujourd'hui, nous allons voir la partie 3 du chapitre 2 de les différentes parties d'un ordinateur. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu regarder les précédentes parties, je vous encourage à regarder la partie 1 et la partie 2, ou bien pourquoi pas de regarder toute la formation depuis le début, parce que nous avons commencé par voir les outils de base. Nous avons eu deux parties. Et après les outils de base, nous voyons aujourd'hui le premier chapitre, c'était les outils de base. Le deuxième chapitre, c'est les différentes parties d'un ordinateur. Et le troisième chapitre, ça va être les systèmes d'exploitation. Donc, dans le prochain chapitre, je vais vous apprendre vous-même à installer un système d'exploitation sur votre ordinateur. Alors, ça serait en général Windows. Comment installer soi-même son propre Windows à la maison. Je vous assure, c'est très bien. Donc, ne manquez pas, n'est-ce pas, ces chapitres-là. Mais pour être à la page de la formation, essayez, n'est-ce pas, de suivre chaque vidéo que je mets en ligne. Donc voilà, en passant, j'aimerais aussi vous dire que je vends des ordinateurs, je vends du matériel électronique, je vends des ordinateurs partout dans le monde. Où que vous soyez, nous pouvons vous envoyer ces ordinateurs-là. Nous vendons en gros et en détail. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent acheter des ordinateurs, pour ceux qui sont en Belgique, bien sûr, parce qu'actuellement je suis en Belgique, mais pour ceux qui sont aussi partout en Europe, en Allemagne, en France et partout, et même en Afrique, n'est-ce pas, vous pouvez acheter des ordinateurs. Mais je le précise, ce sont des ordinateurs deuxième main. Je vends du matériel en général deuxième main, mais de bonne qualité, vérifiable. Et si jamais vous avez un problème, on change le matériel ou alors si vous dites que vous voulez, on vous rembourse votre argent. Donc voilà, c'est avec garantie aussi. Donc pour tous ceux qui veulent acheter des ordinateurs partout en Europe, en Afrique, en Belgique, surtout, il y aura mon contact sur la vidéo. N'oubliez pas, contactez-moi. Donc voilà. Alors, nous allons maintenant passer au vif de notre sujet. Alors, formation, réparation, chapitre 2. Nous allons continuer avec la partie 3. Nous commençons aujourd'hui avec le couvercle de charnière. Alors, c'est quoi un couvercle de charnière? C'est un peu l'image que vous avez déjà sur l'écran, que vous pouvez voir déjà. Vous voyez, j'écris toujours pour que vous puissiez lire, vous puissiez mettre pause et lire. Donc, c'est très important parce que parfois mes explications peuvent être limitées, mais ce qui est écrit, donc vous avez le temps, n'est-ce pas, de lire, de relire et de revoir. Donc, voilà. Alors, voici ce que c'est qu'un couvercle charnière arrière. Déjà, ils ont des formes différentes. Ça dépend de la marque de l'ordinateur. Ça, c'est par exemple pour un Dell. Il y a des HP, il y a des Asus, il y a des ThinkPad et tout ce que vous voulez. Donc, chaque ordinateur peut avoir son style. Alors, par exemple, ça, c'est un pack câble. Et voilà, par exemple, ici, ton couvercle de charnière arrière. Alors, pourquoi je vous montre ça? J'espère que vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. Donc, pourquoi je vous montre ça ici et ici? C'est parce que ces charnières arrière ont des vis. Voilà, ils ont souvent des vis. D'autres ont juste un bouton, comme c'est écrit là-bas, qu'on peut fixer. Mais d'autres, la grande majorité, ont des vis. Donc, quand vous ouvrez votre ordinateur, il est très important de dévisser d'abord ces vis-là avant d'ouvrir cette partie. Parce que si vous oubliez de dévisser ces vis et que vous essayez d'ouvrir l'ordinateur, vous allez casser cette partie-là et ce n'est pas bon. Vous allez casser soit votre ordinateur, soit l'ordinateur d'un client que vous essayez de réparer parce que j'en déduis qu'après cette formation, vous pourrez déjà commencer à vous débrouiller ou bien à faire des petites choses dans la réparation des ordinateurs. Donc, il faut être très prudent. Et lorsque vous ouvrez un ordinateur, je vous conseille toujours de ne jamais utiliser un couteau ou bien quelque chose en fer, en métal. Non, non, il faut toujours utiliser le plastique. Lorsque vous ouvrez, moi par exemple, j'utilise les cartes, voilà, des cartes comme ça.
Ça, par exemple, ce sont des cartes où sont venues des SIM cartes, voilà. Ou bien alors, voilà, une carte de micro, voilà, j'utilise des choses comme ça, c'est en plastique et ça ne peut pas, n'est-ce pas, gratter l'ordinateur ou bien créer des rayures sur un ordinateur. Donc, vraiment, faites attention de ne pas ouvrir l'ordinateur, que ce soit le vôtre ou bien pour une autre personne, avec un couteau ou bien quelque chose qui va laisser des marques ou des rayures sur un ordinateur. Donc, voilà, en bref, voilà ce qu'on peut apprendre sur le couvercle de charnière arrière. Alors, nous allons continuer avec notre deuxième matériau. Là, nous avons la base inférieure ou coque du bas. Alors, pourquoi j'ai mis ou coque du bas? Parce qu'en général, on appelle ça la coque du bas. Alors, c'est très simple. À une coque au-dessus où est posé par exemple le clavier et comme celle-ci et comme c'est écrit là-bas où sont fixés par exemple ici c'est là où repose le disque dur, cet endroit. On a ici où il y a la RAM, voilà. Ici c'est le disque dur, ici c'est la RAM, ici c'est la carte Wi-Fi. Donc c'est sur cette coque du bas là, n'est-ce pas, qu'est fixé toutes ces choses-là. Alors, pourquoi c'est important de le savoir? Il arrive souvent que cette coque du bas là se casse. Oui, il arrive souvent qu'elle se casse. Alors, il y a deux solutions quand elle se casse. Soit on la remplace, et c'est la solution la plus simple, soit on la répare. Alors, dans le cas de la réparation, nous allons voir ça dans notre formation en avançant un tout petit peu. Mais dans le cas de remplacer, du remplacement, il va falloir connaître le modèle exact de l'ordinateur. Pour remplacer cette coque du bas, il faut le modèle exact de l'ordinateur. Et en général, le modèle d'un ordinateur est souvent sur, sur certains ordinateurs, sur cet endroit-ci, donc sur la coque du bas. Donc, il faut vraiment avoir le modèle exact pour pouvoir changer cette coque. Si vous prenez un modèle qui ressemble un peu, mais qui n'est pas ça exactement, vous allez peut-être regarder à vue d'œil, vous allez penser, ah, c'est ça, mais quand vous allez payer, vous allez voir que peut-être l'endroit où on doit fixer la RAM est un peu déplacé, ou bien l'endroit où on doit brancher la batterie, des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment prendre soin, n'est-ce pas, lorsque vous décidez de changer cette coque du bas, d'avoir le modèle exact de l'ordinateur. Alors, on va plus loin. Alors, la carte d'extension USB. Alors, c'est quoi une carte d'extension USB? Comme vous voyez, tout simplement, vous pouvez aussi lire ce que j'ai écrit sur l'image. Je vais chercher ici dans mes... Voilà, voici. Alors, l'ordinateur, un ordinateur a soit les ports USB, comme ici, intégrés sur une carte mère. Voilà, ici, on a nos ports USB intégrés sur cette carte mère-là. Voilà. Et on a soit les ports USB externes, mais qui se branchent sur une carte USB par un câble, un fil, une nappe, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça permet parfois d'avoir plus de sorties de ports USB sur une carte mère. Alors, il y a les cartes mères qui n'ont que euh, les cartes d'extension USB. Il y a les ordinateurs où les ports USB sont déjà intégrés sur la carte mère et il y a les ordinateurs où les ports USB sont intégrés, mais ils ont aussi une extension. Donc, ils ont les deux en même temps. Donc, voilà, c'est aussi bien de le savoir. Pourquoi? Parce que quand l'ordinateur a un problème, il arrive souvent que les USB aient un problème et il faut les changer. Donc, au moment du changement, c'est très bien lorsque vous ouvrez un ordinateur de savoir ce qui est intégré ou bien alors ce qui est externe et qui est branché connecté par une nappe ou un fil ou tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, tout simplement, voilà donc les cartes d'extension USB. Le reste, vous pouvez mettre une pause et lire ce que j'ai écrit. Donc voilà, nous allons continuer.
Oui, ici aussi, on nous parle des cartes d'extension Ethernet. Alors, c'est aussi très intéressant. Alors, l'Ethernet, c'est quoi? C'est sur votre ordinateur, il y a un endroit où on doit normalement brancher le câble. Par exemple, si vous avez un ordinateur de bureau, il ne prend pas en général le Wi-Fi. Donc, pour qu'Internet fonctionne, il faut un câble Internet. Et c'est ce câble-là qu'on appelle Ethernet. Et sur certains ordinateurs portables, cet endroit peut être, voilà ça ici, ça peut être soit fixé sur la carte mère ou alors ça peut être soit fixé sur la carte d'extension Ethernet. Et en général, une carte d'extension Ethernet vient avec la carte d'extension USB sur une même carte à part. Donc voilà, donc ça sert à pouvoir brancher le câble Internet pour pouvoir donner de l'Internet à votre ordinateur. Donc voilà, nous allons continuer. Euh, voilà un peu comment ça se présente. Une carte d'extension Ethernet, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Et voilà, voilà, par exemple, sur cette carte, mais vous voyez, il n'y a pas de, d'endroit de port où on peut brancher, n'est-ce pas, le câble Internet, le câble Ethernet. Ça veut dire que forcément, il y a un câble d'extension Ethernet à part. Voilà, sur cette carte mère, je la tourne comme vous voulez. Il n'y a pas, alors qu'aucune carte mère, tous les ordinateurs, normalement, on doit brancher, par exemple, ici. Voilà, ici, là, on peut brancher le câble Ethernet. Je le vois, j'espère que si on peut. Donc, ce n'est pas normal qu'une carte mère, par exemple, comme celle-ci, n'est pas un endroit où on peut brancher le câble Ethernet. Alors, si votre carte mère n'a pas cet endroit, ça veut dire que ça, c'est externe à la carte mère. Donc, ça se branche par une nappe ou bien par, oui, un fil ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça se branche à la carte mère pour pouvoir connecter l'Ethernet. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va aussi parler de les couvertures. Alors, une couverture, en général, sur un ordinateur, les couvertures, on les retrouve surtout pour les disques durs. Voilà une couverture, par exemple. Ça permet, n'est-ce pas, de couvrir un disque dur. Donc, on a, ces couvertures sont de différentes formes. Voilà. Ça peut, bon, il y a aussi des couvertures pour les cartes Wi-Fi, parfois des couvertures pour des RAM, mais très rarement, j'ai déjà vu des RAM, bien sûr, qui ont des couvertures, mais bon, les cartes Wi-Fi, voilà, mais je ne considère pas ça comme une couverture en tant que telle. Donc, voilà, par exemple, des disques durs. Donc, on peut mettre un disque dur à l'intérieur et on ferme et ici, on visse. Donc, avec les disques durs, ces couvertures viennent avec des vis où tu vas mettre le disque dur, tu vas visser le disque dur sur les côtés et tu vas connecter le disque dur à ton ordinateur et tu vas le visser pour que le disque dur ne bouge pas. Parce que c'est très mauvais qu'un disque dur bouge dans l'ordinateur, c'est très très mauvais. Parfois, le disque dur se déconnecte et vous allumez, vous n'avez rien à l'écran et vous pensez que l'ordinateur est gâté ou quoi que ce soit. Non, c'est juste parce que le disque dur s'est un peu déconnecté. Donc, on a donc trouvé la solution, créer ces couvertures-ci pour pouvoir mettre le disque dur à l'intérieur comme ceci, vous voyez, comme ceci, fixer les deux côtés et fixer le disque dur sur un ordinateur. Donc, il y a aussi des rames qui viennent parfois avec des couvertures et la carte Wi-Fi. Donc, voilà. Alors, la carte mère, très intéressant, c'est quoi une carte mère? Comme vous pouvez déjà le deviner, une carte mère, comme son nom le dit, c'est une maman. Alors, c'est la carte mère qui porte tous les éléments sur un ordinateur. C'est sur la carte mère qu'est branchée, qu'on connecte la RAM. C'est sur la carte mère qu'on connecte le disque dur. C'est sur la carte mère qu'il y a le processeur. C'est sur la carte mère qu'il y a le chipset. C'est sur la carte mère qu'il y a la carte graphique. C'est sur la carte mère qu'est connecté les ports USB
et c'est sur la carte mère qu'est connecté le ventilateur, le radiateur et autres. C'est pourquoi elle s'appelle une carte mère parce qu'elle porte, n'est-ce pas, tous ces éléments sur elle. Et c'est à partir de cette carte mère que ces éléments peuvent vous communiquer ensemble pour vous donner tout ce que vous pouvez aujourd'hui réaliser avec un ordinateur. Donc voilà tout simplement. Les cartes mères ne sont donc pas standards, elles ont différentes formes. Déjà, il faut le retenir, elles ont différentes formes, différentes tailles, différents fabricants. Les cartes mères n'ont pas tous les mêmes fabricants. Voilà, par exemple, une carte mère ici, je pense que c'est une carte mère d'un ordinateur Lenovo. Et sur une carte mère, vous pouvez aussi voir le modèle, n'est-ce pas, de la carte mère ici. Donc, en tapant ce modèle, vous pouvez trouver facilement le fabricant de la carte mère. Donc, voilà, ça, c'est le modèle de cette carte mère. On a donc aussi une carte mère comme celle-ci, c'est une carte mère Dell. Voilà. Et on a, donc j'ai plein de cartes mères ici, et je ne vais pas tout vous montrer. Voilà notre carte mère ici. Donc voilà, on a plusieurs types de cartes mères. Ce que vous devez retenir, c'est que la carte mère sur elle qui est branchée, n'est-ce pas? Tout ce qui doit permettre au bon fonctionnement de votre ordinateur. La prise CC qui signifie courant continu. Comme le voyez à l'image, c'est sur cette prise-là qu'est branché votre chargeur pour pouvoir alimenter votre ordinateur. Je n'en dirai pas plus, c'est très simple. Pour ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez lire ce que j'ai écrit. Mais une autre chose juste que je vais ajouter, c'est que ces prises-là ont différentes formes. Non pas toutes les mêmes formes. C'est vrai qu'en général, la grande majorité ont au moins cette forme ronde que vous pouvez pour pouvoir utiliser le d'un ordinateur. Parfois, ces prises-là sont comme ça, à part, avec un câble comme celui-ci qui se connecte à la carte mère et voilà. Mais parfois, ces prises sont elles-mêmes. Bon, ceci aussi est mais parfois, sur certaines prises, c'est vraiment intégré à la carte mère. Voilà. Mais sur certains ordinateurs, par exemple, comme c'est le nouveau, vous pouvez voir ici, ce n'est pas rond. C'est un peu plus rectangle, comme vous voyez. Donc, ces prises peuvent aussi parfois avoir une forme rectangulaire. Donc, voilà. C'est pourquoi il est très important lorsque vous voulez peut-être, lorsque l'ordinateur a un problème, de connaître le style de prise par lequel votre chargeur entre. Voilà. Donc, puis les prises, on va s'arrêter là. Et nous allons continuer. RAM. Alors, voilà un élément très important, bien qu'il soit petit. Décidément, ce sont les courtes personnes qui ont plus de valeur. Ça, c'est entre parenthèses, juste pour m'amuser un peu. Mais, comme vous pouvez le voir, on parle de la RAM. Alors, sur l'image, vous avez, n'est-ce pas, une grande RAM et une petite RAM. Alors, la grande RAM, en général, c'est pour les ordinateurs de bureau, les desktops, comme on les appelle. Et les petites RAM, c'est pour les ordinateurs portables. Alors, ce que vous devez prêter attention sur une RAM, c'est quel socket, comment reconnaître par exemple le socket et quel socket cette RAM prend, la capacité d'une RAM, la vitesse d'une RAM et la marque d'une RAM. Ce sont les choses qui sont un peu les plus importantes dans une RAM. Alors pourquoi c'est important? Si vous voulez par exemple changer la RAM de votre ordinateur, vous devez savoir quel socket, parce que c'est dans le socket qu'on enfonce la RAM. C'est dans le socket pas que la RAM doit être connectée. Alors que les sockets ne sont pas standards. Les sockets ont différentes tailles et différentes sorties. Alors, nous allons commencer par comment reconnaître le socket de notre RAM. Alors, c'est simple. Ici, à ce niveau, voilà un RAM, vous avez un trou ici. C'est ce qu'on appelle un socket parce que c'est à partir de ce trou-là que la RAM est connectée à votre ordinateur. Alors, on avait à l'époque des RAM très anciennes, je ne sais pas si on peut appeler ça des DDR1. Aujourd'hui, après ça, on a eu des DDR2, après on a eu des DDR3, après aujourd'hui, on a des DDR4, on a aussi des DDR5. Mais les RAM les plus utilisées jusqu'à aujourd'hui, ce sont les DDR3.
Alors, comment reconnaître si votre socket de RAM est une DDR1, une DDR2, une DDR3, une DDR4 ou bien même une DDR5? Alors, il y a quelques éléments. Le premier élément, c'est sur la RAM elle-même. Et il est très important lorsque vous voulez changer votre RAM. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à changer la RAM dans son ordinateur? La première raison que j'ai le plus remarqué pendant les années que je répare les ordinateurs, c'est que parfois les gens veulent augmenter la vitesse de leur ordinateur et ils pensent qu'il faut changer la RAM. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, bien sûr, est logique, c'est que la RAM est datée, elle ne fonctionne plus, donc il faut la changer. Alors, dans tous les cas, lorsque vous voulez changer la RAM sur votre ordinateur, il est très important de prendre en compte ce petit trou-ci, ici, à ce niveau, à ce niveau-ci. Alors, pour moi, en tant que technicien, je vais vous montrer comment le savoir. Par exemple, déjà, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, vous n'allez pas trouver des RAM DDR1. Je ne pense pas, c'est difficile donc oublier. Les DDR2, vous allez trouver très peu d'ordinateurs aujourd'hui, à nos jours, avec des DDR2. Donc, je vous montre ça juste pour que vous sachiez que ça existe. Et si jamais il vous arrive de tomber sur ça, alors vous saurez quoi faire. Mais voilà, par exemple, une RAM DDR2. Alors, vous allez remarquer que à ce niveau-ci, le trou est à ce niveau-ci. Donc, c'est directement après, c'est pas ici au milieu, c'est pas ici à la fin, mais c'est ici. Et si vous prenez une DDR3 que vous mettez sur une DDR2, vous voyez que le même trou est un peu plus éloigné. Et la DDR4, le trou est presque au milieu. Et la DDR5, le trou. Donc, déjà d'abord, à partir de la position de ce trou-ci, qui permet de connecter la RAM au socket, vous pouvez déjà savoir si c'est une DDR2, une DDR3 ou une DDR4. Plus le trou va vers votre gauche, plus la DDR augmente. Comme vous voyez ici, le trou est à ce niveau, est plus à droite, c'est la DDR2. Ça part un peu plus à gauche, c'est la DDR3. Si ça continue vers le milieu à la gauche, c'est la DDR4. Et si ça va encore plus, c'est la DDR5. Alors ça, c'est le premier moyen. Mais vous ne serez pas toujours apte, n'est-ce pas, à discerner. Donc le deuxième moyen est simple. Sur une RAM, il est écrit, voilà, il est écrit PC, PC2, PC3, PC4, PC5. Le PC là signifie DDR. Que ce soit DDR2 ou PC2, c'est la même chose. Donc, lorsque vous retirez votre RAM sur votre ordinateur, vous allez prendre le temps de regarder les inscriptions ici. Vous allez regarder c'est écrit quoi. Est-ce que c'est écrit PC3? Si c'est écrit PC3, ça veut dire que votre RAM est une DDR3. Il faut donc changer en achetant au marché une autre RAM DDR3. N'allez pas prendre une DDR4, ça ne va pas entrer dans votre. Si vous avez une DDR3 dans votre ordinateur, vous ne pouvez que remplacer par une DDR3. Vous ne pouvez pas remplacer votre DDR3 par une DDR4. Vous ne pouvez pas remplacer votre DDR2 par une DDR3. Ça ne va pas marcher. Ne faites pas ça. Vous allez perdre votre argent. Donc voilà, ça, c'est comment reconnaître le socket de la RAM. Alors, il y a aussi une RAM a aussi une capacité, c'est-à-dire combien de gigas ou bien combien de mégabytes. Aujourd'hui, très peu de RAM viennent en mégas, donc nous allons parler en gigas. C'est 1 giga, c'est 2 gigas, c'est 3 gigas. Alors, c'est très simple, j'ai plusieurs RAM ici, mais nous allons rester sur celle-ci. À ce niveau, c'est très simple, sur une carte, sur la RAM, c'est écrit 2 gigabytes. Donc, vous devez carrément voir ici sur les instructions 2 gigabytes. Et là, vous saurez que votre RAM, c'est 2 gigas. Voilà, vous saurez que votre RAM est 2 gigabytes. Ici aussi, on a aussi ici une RAM de 2 gigabytes. Vous pouvez le voir ici aussi. Voilà, ici, c'est 1 giga. Et vous allez remarquer que là, ils n'ont pas écrit PC3, mais ils ont écrit DDR3 avec des chiffres romains. DDR3, DDR3. Donc, ça peut être écrit soit PC3, voilà, pour ce, j'espère que vous voyez. Ça peut être écrit soit PC3, soit DDR3, DDR3. Sachez que PC3, DDR3, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Quand vous achetez une RAM, vous pouvez demander au vendeur est-ce que c'est une DDR3 ou bien c'est une PC3. Maintenant, en ce qui concerne les PC3,
il y a un petit changement qui a été apporté après les PC2, c'est-à-dire les DDR2. Les PC3 ont une particularité, c'est que certaines RAM DDR3 ont un L à la fin, donc DDR3L. Et ces RAM qui ont la DDR3L, bien sûr, ne peuvent pas fonctionner dans un ordinateur qui a une DDR3 simple. Donc, lorsque vous enlevez votre RAM dans votre ordinateur, que vous voulez acheter une autre RAM, rassurez-vous que la RAM que vous aviez dans votre ordinateur soit une DDR3 ou bien une DDR3L. Si c'est une DDR3L, vous allez voir, c'est écrit PC3L. PC3L, PC3L, autant pour moi, je m'excuse. PC3L. Alors, allez acheter une autre RAM PC3L. Si la RAM qui était dans votre ordinateur était une PC3L, remplacez-la par une PC3L. Si la RAM qui était dans votre ordinateur était une PC3 simple, remplacez-la par une PC3 simple. C'est aussi simple que ça. Alors, une autre chose dont on peut prêter attention sur une RAM, c'est la vitesse de la RAM. La vitesse de la RAM est aussi inscrite sur la RAM. Par exemple, sur cette RAM-ci, on a 1333 comme vitesse. Voilà, seconde. 1333. C'est une RAM d'1 GB, j'espère que vous voyez. Une PC3, une DDR3 d'1 GB. Et ici, la vitesse sur cette RAM-ci, c'est 10 600. J'espère que vous voyez 10 600 secondes. Voilà. Donc, chaque RAM, n'est-ce pas, a sa vitesse inscrite sur elle. Voilà. Et sur cette RAM-ci, qui est une une PC2, une DDR2, voilà, une RAM DDR2. Ici, sa vitesse est 5300. Voilà, 5300 secondes. Donc, voilà. Donc, vous retenez que sur une RAM, ceci c'est 10 600 secondes. Sur une RAM, il y a donc la vitesse de la RAM marquée. Donc, nous avons vu le socket, comment reconnaître le socket. Nous avons vu comment reconnaître la capacité, le nombre de gigas s'inscrit sur la RAM. Si c'est 1 giga, ça va être inscrit ici. 1 gigabyte, c'est 2 gigas, 2 gigas, c'est 3 gigas. Si c'est 4 gigas, il n'y a pas de RAM de 3 gigas. Si c'est 4 gigas, si c'est 8 gigas, ça va être inscrit, n'est-ce pas, sur la RAM. Donc voilà, personne ne va vous tromper, vous achetez une RAM, vous regardez ici, c'est écrit PC3L. Vous savez que c'est une DDR3L. Vous voyez ici la capacité, c'est 3 gigas, c'est 4 gigas, j'aime l'histoire de 3 gigas là. Il n'y a pas de RAM de 3 gigas, n'allez pas chercher. C'est 2, ça peut être 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas. Ça doit être écrit ici. Voilà. Donc, et il y a aussi la marque de la RAM qui est souvent aussi ici. Alors, ce qui est bien avec une RAM, c'est que nous pouvons avoir toutes les informations dont nous avons besoin ici. Et par exemple, ceci, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une RAM Samsung. Parce que ici, c'est écrit Samsung. Donc, normalement, un ordinateur devrait prendre, la marque n'est pas très importante. Un ordinateur devrait prendre n'importe quelle marque. Mais il peut y arriver qu'il y ait des ordinateurs qui demandent une RAM précise, une marque précise. Donc, par exemple, Samsung, alors vous verrez, n'est-ce pas, la marque ici. Voilà, c'est écrit Samsung. Donc, voilà. Il y a différents, bien sûr, fabricants de RAM. Donc, voilà. En ce qui concerne les RAM, je crois qu'on a vu le nécessaire, le socket, la capacité, la vitesse et le fabricant. Donc, nous allons continuer.